On arrive maintenant à ce qu'on appelle les principes de base du système fiscal du Canada. Écoutez, je vais pas détailler le contenu, ce n'est pas l'objectif du cours, mais je vais essayer d'être bref, explication bref et sommaire. Et ça, à travers vos questions, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout est clair. Et pour qu'on puisse avancer et finir l'aspect théorique. Ok. Donc, pour qu'on puisse aller vraiment pratiquer. Moi, je vais essayer d'éviter trop de détails pour que ça ne bouffe pas de temps et pour qu'on puisse avoir assez de temps pour pratiquer. L'objectif principal, c'est de pratiquer, 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 et surtout avec le logiciel. Bon, au Québec comme au Canada, le rôle, c'est-à-dire législatif et le rôle administratif sont indépendants. Ça, c'est très connu. Les instances qui sont impliquées dans l'élaboration des lois, des projets de loi, etc., quelle est la différence entre une loi et un projet de loi? Quelle est la différence entre une loi et un projet de loi? Donc ici, on va parler de tout ce qui est législation. D'accord? Donc, législation, c'est préparation des lois et comment on va veiller sur la bonne application, parce qu'on peut appliquer incorrectement une loi, comme on peut appliquer correctement une loi. Donc, au fédéral, il y a ce qu'on appelle le ministère des Finances du Canada, donc qui va légiférer toutes les lois qui concernent le domaine de fiscalité, etc. Il peut même proposer des projets, il peut même discuter sur des projets qui ont une relation avec la politique fiscale du Canada. Il y a aussi l'Agence du revenu Canada. Donc, c'est le bras droit du ministère des Finances du Canada, donc qui administre l'application de la loi. Et il est tout à fait, même si le bras droit est tout à fait indépendant, comme le cas de Revenu Québec avec le ministère des Finances au Québec, donc ils sont indépendants. Le rôle Agence du Revenu Canada, c'est de faire appliquer les textes de loi. Et parfois, s'il y a des problèmes, des malentendus juridiques, ben, il va faire ce qu'on appelle les bulletins les bulletins d'interprétation. D'accord? Et parfois, il y a aussi ce qu'on appelle la Cour canadienne pour l'impôt. Pour le Québec, c'est à peu près la même chose. Donc, vous avez le ministère des Finances, c'est lui aussi qui décide des politiques fiscales et c'est lui qui prépare les textes des lois. Et l'Agence du revenu du Québec, il administre l'application, il veille sur l'application de la loi et il est entièrement indépendant du ministère des Finances du Québec qui n'a aucun pouvoir sur cet organisme-là, Revenu Québec. Revenu Québec, qu'est-ce qu'il fait généralement? Comme j'ai dit, il essaie de voir est-ce qu'il y a bonne application de la loi. Il se charge de traiter les déclarations des revenus particuliers et corporatifs. Et aussi, il prépare administre les crédits d'impôt pour solidarité qu'on envoie aux gens trimestriellement. Aussi, pour ce qui concerne les subventions, c'est lui qui s'en charge, surtout pour comment dirais-je, les subventions pour les garderies, par exemple, pour subvenir et aussi, subventionner les frais de garde pour les enfants, nous envoyons ce qu'on appelle les indemnités, les allocations
euh, pour frais de garde par anticipation. Et à la fin de l'année, on va préparer une déclaration d'impôt, on va voir est-ce que vous devez normalement recevoir un complément des frais que vous avez recevoir, ou bien il faut payer l'écart et le complément. Maintenant, on va essayer de voir les sources du droit fiscal au Canada. OK? Généralement, quand vous allez lire quelque chose sur les sources du droit fiscal, toujours, on commence par le plus important, celui qui a la force la plus forte. Donc, il y a la première source, c'est les textes législatifs et réglementaires. D'accord? Il y a les traités fiscaux internationaux signés entre le Canada et d'autres pays qui visent à éviter ce qu'on appelle double imposition. Par exemple, vous êtes un Canadien qui travaille au Maroc et sur votre salaire au Maroc, vous avez payé d'impôts. Quand vous allez faire votre déclaration ici, hein, bien sûr, vous travaillez pour le compte d'une entreprise canadienne. Et quand l'entreprise canadienne ici va envoyer vos données fiscales à l'Agence Revenu Canada et Revenu Québec, eh ben, vous n'allez pas payer encore l'impôt au Canada. Pourquoi? Parce que entre le Canada et le Maroc, il y a une entente signée de non-double imposition, donc vous n'allez pas payer d'impôt. Quand par exemple quelqu'un qui vit ici au Canada et qui reçoit la pension de retraite d'un autre pays à l'étranger qui a signé une convention avec le Canada, il ne va pas payer, il va juste y déclarer. Il ne va pas payer d'impôt là-dessus. Pourquoi? Parce que déjà, avant de recevoir sa pension de l'étranger, la pension elle a déjà subi un prélèvement d'impôt. Il y a aussi le grand, le grand livre là qu'on appelle la loi de l'impôt sur le revenu du Canada. Je l'ai déposé sur l'IA, je crois, il y a beaucoup de pages. Ça constitue aussi une source très importante en ce qui concerne les droits et les obligations des contribuables. Et après, il y a ce qu'on appelle les règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire les règles qui expliquent ce que édicte la loi sur les impôts du Canada. Même chose pour le Québec, il y a aussi la loi sur au Canada, nous avons la loi de l'impôt sur le revenu du Canada, la loi de l'impôt sur le revenu du Canada, et au Québec, on a la loi sur les impôts du Québec. Et les deux, ils ont des règles qui expliquent le mécanisme de fonctionnement et de l'application des contenus de la loi de l'impôt sur le revenu pour le Canada et aussi la loi sur les impôts du Québec. Nous avons aussi, si jamais on se trouve devant des situations un petit peu compliquées, devant cette complexité, qu'est-ce qu'on fait? On va faire le recours judiciaire. On va aller chercher l'aide des tribunaux spécialisés. D'accord? Dans ce cas-là, il y a la Cour canadienne de l'impôt, il y a la Cour d'appel fédérale, il y a la Cour suprême du Canada. Donc, les décisions et les arrêts faits par ces trois cours vont constituer ce qu'on appelle la jurisprudence. Pourquoi? Parce que ni la loi de l'impôt sur le revenu du Canada, ni la loi sur les impôts du Québec n'ont pu résoudre le problème. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On a la seule issue, c'est le recours judiciaire. Après ça, il y a ce qu'on appelle les doctrines. Doctrine, c'est comment dirais-je,
c'est l'apport des chercheurs, des juristes, des gens, des experts dans le domaine juridique, soit par des recherches, soit par des publications, des livres, des articles, etc., qui vont aider un petit peu à résoudre une question, un problème délicat, complexe, que ni la loi de l'impôt sur le revenu du Canada, ni la loi sur les impôts du Québec, ni la jurisprudence des trois cours, Cour canadienne de l'impôt, Cour d'appel fédérale, Cour suprême du Canada, n'ont pu résoudre. On va voir les gens qui ont levé leurs mains, ce ne sera pas là. Il y a aussi une autre chose qui est très importante, c'est les positions administratives. Je ne sais pas ce que vous vous rappelez de termes que j'ai utilisés tantôt en ce qui concerne Agence Revenu Canada, les bulletins d'interprétation. Il y a les bulletins d'interprétation, il y a les circulaires, il y a les instructions, il y a les consignes, il y a les bulletins officiels, il y a aussi les documents échangés sur une partie de loi ou sur soit l'application, soit loi, soit règlement. Surtout, ça se trouve quand on a un déférent. OK? Et d'ailleurs, si vous allez sur le site Agence Revenu Canada, vous allez voir, il y a une rubrique dédiée uniquement au bulletin d'interprétation. D'accord? L'administration il va prendre une position par rapport à un sujet. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Il y a aussi la littérature fiscale qui fait partie de la Yvonne. OK, je vais donner la parole à Yvonne, ce ne sera pas long.